Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de m'adresser à vous aujourd'hui sur le protocole 16 et sa ratification d'une part, mais aussi et plus largement sur le Conseil de l'Europe et sur la CEDH, surtout après les propos de mon collègue Guillaume Larrivé. Je tiens d'abord, au nom du MODEM et en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, faisant partie de la sous-commission qui travaille justement sur le suivi des décisions de la CEDH, je tiens donc, au nom du groupe MODEM, à dire combien il nous semble essentiel et fondamental, d'une part, de ratifier ce protocole 16, mais au-delà de ça, de réaffirmer notre soutien au Conseil de l'Europe et à la CEDH. Car le Conseil de l'Europe, chers collègues, est en crise. Une crise politique et financière au travers des cas de la Russie et de la Turquie, en crise de valeurs, nous avons déjà connu 3 présidents en 6 mois de mandat, et une crise beaucoup plus profonde encore, qui vise à remettre en cause la légitimité même du Conseil de l'Europe et de la CEDH. Et au cours des 2 sessions que j'ai pu vivre à Strasbourg, j'ai pu me rendre compte que ce soit des collègues polonais tout récemment, nous invectivaient au travers de l'hémicycle pour dire qu'en aucun cas la CEDH ou le Conseil de l'Europe n'était légitime pour traiter de sujets internes à la Pologne en matière de droits de l'homme, que ce type de propos, je l'ai eu avec les nouveaux arrivés, notamment des Allemands de l'AfD, lors de la session d'accueil des nouveaux arrivants. Je l'ai eu également avec, et c'est beaucoup plus inquiétant, des collègues suisses très libéraux et qui refusaient que la CEDH puisse avoir son mot à dire sur un cas qu'ils considéraient relever uniquement d'une logique nationale. Eh bien, dans ces conditions-là, chers collègues, je pense que le rôle de la France est particulièrement important. Parce que oui, le Conseil de l'Europe est légitime pour traiter des sujets de droits de l'homme et traiter de sujets qui peuvent relever de cas spécifiques de pays spécifiques. C'est bien sa mission et la mission de son bras armé, la CEDH, de promouvoir les droits de l'homme, de dénoncer les manquements et de les condamner. La CEDH, aujourd'hui, est finalement le dernier recours d'un citoyen contre son propre État, et c'est un droit fondamental pour chacune et chacun des citoyens européens. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, Madame la Présidente, est venu le 31 octobre à Strasbourg à la CEDH. C'était le premier président de la République française, le premier, à venir s'adresser aux juges de la Cour. Et il a posé une question fondamentale, qui finalement rejoint les propos qui viennent d'être tenus par M. Larrivé. Est-ce renoncer à sa souveraineté que d'accepter le rôle du Conseil de l'Europe et de la CEDH? La réponse est claire, elle est simple. Non, ce n'est pas renoncer à sa souveraineté, c'est au contraire faire un choix délibéré qui reconnaît que les droits de l'homme n'ont pas de frontières et que l'interprétation locale ou la culture spécifique de tel ou tel n'a pas à contrecarrer les thématiques des droits de l'homme. Et en signant notre engagement au Conseil de l'Europe, nous affirmons que les droits de l'homme et leur respect dépassent le cadre des frontières nationales et ont un caractère universel. Ce débat est essentiel. Nous l'avons eu à plusieurs reprises avec nos collègues, et je salue Nicole Trist, la présidente de la délégation au Conseil de l'Europe. Nous l'avons eu à plusieurs reprises avec nos collègues parlementaires, bien sûr, avec également le juge français, avec M. Jean-Baptiste Mattei, ambassadeur de France auprès du Conseil de l'Europe. Et en termes de droit, nous affirmons que les décisions de la CEDH, même si elles condamnent la France, s'imposent à nous. En termes de valeurs, nous affirmons que les droits de l'homme ne sont pas l'affaire de tel ou tel, mais qu'ils sont universels et s'imposent à tous. En termes de démocratie, nous affirmons qu'il est important pour un citoyen de pouvoir invoquer la CEDH et de pouvoir défendre ses droits, y compris contre son propre État. Et enfin,
en termes politiques, nous affirmons notre soutien au Conseil de l'Europe et à la CEDH, parce qu'ils sont le fruit de notre tradition humaniste, ils sont le fruit de siècles de démocratie, et ils sont peut-être l'aboutissement, en tout cas une étape importante, de notre attachement profond et réel aux droits de l'homme. Ne l'oublions pas, chers collègues, puisqu'on vient de citer quelques exemples, c'est la jurisprudence de la CEDH qui est directement à l'origine de la dépénalisation de l'homosexualité en Irlande, de l'abolition des châtiments corporels dans les écoles britanniques ou encore de l'adoption par la France d'une législation qui encadre les écoutes téléphoniques. La jurisprudence de la CEDH et le protocole 16 ouvrent donc des possibilités. Et sans reprendre les propos de Madame la Présidente sur les spécificités du protocole 16, j'aimerais présenter 3 éléments qui me semblent clés. Le premier, c'est que, évidemment, et vous l'avez expliqué, il diminue le nombre de contentieux potentiels en donnant une possibilité, une option de saisir et d'avoir un dialogue renforcé en amont. Mais également, et n'oublions pas d'ailleurs que la réduction de ce contentieux signifie la réduction des zones de conflit entre les différentes instances, mais également ce protocole offre de nouvelles garanties. D'une part, il est facultatif, mais d'autre part, il permet à nos juridictions de s'exprimer lorsqu'on saisit pour avis la Cour, et donc, en s'exprimant, de proposer une lecture du droit et une interprétation du droit telle que nous le souhaitons, et donc influencer positivement l'ensemble de la jurisprudence relative aux droits de l'homme et à la CEDH. Il est donc plus que jamais nécessaire, à notre sens, de renforcer les liens entre nos juridictions nationales et la CEDH. À notre sens, le protocole numéro 16 est essentiel, et je le dis avec d'autant plus de force que la Cour de cassation, notamment, et le Conseil d'État estiment très utile cette faculté de saisine. En conclusion, chers collègues, n'oublions pas que la ratification de ce protocole arrive à un moment clé, à un moment particulier de l'histoire du Conseil de l'Europe et de l'histoire de la CEDH. L'année 2019 marquera le 60e anniversaire du Conseil de l'Europe, le 70e anniversaire des activités de la CEDH et d'ailleurs le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, fort en symbole. Mais en 2019, ce sera aussi la présidence française. Et une occasion unique, à mon sens, de réaffirmer les valeurs, le rôle central du Conseil de l'Europe et de la CEDH. Je crois donc que l'entrée en vigueur, en 2018, une année avant ce moment historique, de ce protocole est une façon de progresser dans cette logique juridictionnelle. Vous l'aurez compris, le groupe MoDem et apparentés vous invite à voter ce projet de loi de ratification. Et je voudrais conclure en vous disant qu'en tant que député alsacien, la question des droits de l'homme, de la préservation des droits et des libertés revêt un sens particulier. Défendre les droits de l'homme pour les citoyens d'aujourd'hui, c'est aussi défendre l'héritage de ceux qui ont lutté pour ces droits et ces libertés et que nous ne devons jamais oublier. Et Strasbourg, ville des citoyens européens, siège de la CEDH et du Conseil de l'Europe, où se concentrent beaucoup d'autres institutions, comme le Parlement européen, qui place le citoyen au cœur de leur action, prendra toute sa part à ce débat. Je vous en remercie. Merci, monsieur.